Sûr, vous m'entendez? Ok. Donc, émancipation. Plus précisément, je vais vous donner 5 leçons. Voilà. Le premier leçon, c'est changer de point de vue. Et là, moi, je pense, effectivement, cette question-là, qui a déjà entendu des conférences de moi qui sont là? Pratiquement tous. Je demande effectivement, parce que j'ai parlé de rappel juste avant, sur la question de parler de Ouré, que je me suis dit que vous connaissez tous tellement bien. Mais quand on parle d'émancipation, sur ce sujet spécialement, c'est évidemment obligé d'en parler. Parce que c'est vraiment une sorte de manifeste pour l'émancipation. Donc la première question pour changer de point de vue, donc vous avez aussi entendu, donc je m'excuse pour tout le monde qui entend ça encore en deuxième fois. Pour le changement de point de vue, c'est effectivement à la fois de se déplacer et de regarder le monde un peu différemment. Et c'est aussi de se dire effectivement que cette expression que nous sommes le paysage, c'est quelque chose que j'ai appris quand j'étais au Japon. Et c'est une façon en fait de regarder le paysage non pas comme une scène ou comme un objet, mais comme quelque chose de vivant, quelque chose qui bouge. Où cet paysage, nous, on fait complètement partie de cet paysage. Et aussi, toutes nos interactions, toute la culture que nous créons, fait aussi partie de cet paysage. Donc, ce n'est pas quelque chose statique. Ce n'est pas seulement 5 leçons d'émancipation, il y a aussi quelques leçons suédois pour le cours de suédois. Parce que si nous sommes le paysage, et on fait partie du paysage, et le paysage, il fait partie du monde, forcément. Et ensuite, cet monde, donc, qui s'appelle leur réalité, en suédois, ça s'appelle verklighet. Et verk, c'est une œuvre. Donc, effectivement, c'est de dire que la réalité, on peut le traduire en œuvre réalité, et c'est de dire, effectivement, que cet paysage et cette réalité, nous sommes responsables, parce que nous sommes responsables de nous-mêmes. Donc, effectivement, nous sommes responsables de ce qui nous entoure. Et cette réalité n'est pas statique. C'est quelque chose qu'on change si on le veut ou pas. Parce que le monde change si on le veut ou pas. Et effectivement, nous, en tant qu'architectes, notre responsabilité est encore plus grande que tout le monde. Et effectivement, si on dit qu'on est responsable de cette réalité et de ce paysage, on peut aussi reprendre le pouvoir. Et c'est ça notre devoir. Et effectivement, c'est ça, la question de l'émancipation, c'est que parfois, on se sent tellement dominé par tout ce qui nous entoure, parce que nous, surtout nous les architectes, tout ce qui nous entoure, toutes les règles, toutes les normes, toutes les choses qu'on a l'impression qu'on n'a aucune emprise là-dessus, sur ce monde-là, qu'on perde complètement la force. Mais c'est ça qu'il ne faut pas faire. C'est pour ça qu'effectivement notre devoir de nous émanciper, c'est notre devoir d'être responsable de ce monde-là et de reprendre le pouvoir et changer les règles, changer les normes et construire un monde ce qu'on a envie d'avoir. Et donc, du coup, forcément, Ouré, donc vous avez tous marre de Ouré ou pas?
Pas complètement. Non, mais en fait, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que j'ai l'impression quand même, en plus j'ai mes élèves qui ont passé quand même 10 jours sur place, etc. Tout ça. Donc je ne vais pas passer trop de temps, mais il y a 2-3 choses dont comment on a travaillé sur Ouray qui est très important justement sur le changement de regard et sur l'émancipation. C'est pour ça que je vais parler de ça. Et Ouray, comme vous le savez, du coup, c'est une manifeste pour une maison vivante. Et il se trouve ici, dans notre territoire, là, comme Sophie a dit, c'est là où on travaille. Et toutes les étoiles que vous voyez autour, c'est des projets que nous sommes en train de travailler. Et pour cette conférence, je ne vais pas que parler de notre territoire, parce qu'on va parler de l'habitat. C'est vraiment ça le sujet principal. Et j'avais forcément, avant que je suis venue en France, j'habitais en Suède et j'avais une agence en Suède. Et c'est pour ça que je vais parler de projets en Suède aussi, parce qu'ils sont intéressants par rapport à eux. Et effectivement, au Terril, il est juste à côté de la basilique Villefranche où se trouve Ouray. Et comme vous voyez très bien, qui est dans le centre du département, de notre département. Et donc on est très très bien situé pour aller sur notre projet, surtout notre projet autour de chez nous. Et effectivement, c'était comme ça que nous avons vu Ouray pour la première fois. Et des fermes comme ça, normalement, ils sont complètement sombres et humides. Mais quand nous sommes rentrés dans cet espace, il y avait le soleil qui rentrait dedans. Et c'était une maison qui n'était plus une maison, mais était plutôt comme une clairière dans une forêt. Et la première pensée que j'avais, c'était effectivement, il ne faut rien détruire. Et ce que nous avons réussi juste à laisser faire, c'est d'écouter le bâtiment, de faire attention à ce qui est là, et laisser le bâtiment se dessiner, de trouver des idées et de ne pas forcer les idées que j'avais moi-même. Donc effectivement, c'est de faire attention au bâtiment, pas seulement de le regarder, mais presque de l'écouter. Donc c'est vraiment une façon à la fois de changer de regard, mais de travailler sur place sur les bâtiments en rénovation. Et sur les bâtiments en rénovation, souvent, comme on entend chez nous, c'est que les gens disent que ça coûte plus cher de rénover que construire neuf. Mais ça, c'est vrai. Si on veut construire neuf à l'intérieur de l'ancienne, parce que forcément que si on veut absolument qu'un bâtiment ancien a l'air complètement neuf, il faut presque rentrer un bâtiment neuf à l'intérieur de cet ancien bâtiment. Et si on fait ça, forcément, ça coûte 2 fois plus cher, parce que c'est très très compliqué. Mais ce qu'on peut faire sinon, c'est de justement, sur chaque bâtiment qui est comme ça, chaque bâtiment qu'on rencontre, de les étudier, de les regarder, de prendre le temps, assez de temps. Donc forcément, on ne peut pas être en Suisse et travailler sur un projet dans le Berne, ça ne marche pas du tout. Il faut y aller et passer du temps sur place pour vraiment connaître le projet. Et c'est comme ça qu'on peut faire des économies redoutables, parce qu'on peut être, comme je dis, le meilleur architecte du monde, et c'est un architecte paresseux. C'est un architecte qui fait le moins possible. Et dans cet bâtiment-là, on n'a pas fait complètement le moins possible, ce n'est pas le bon exemple. Mais ce qu'on a fait pour trouver le même, de garder cet espace-là, c'est que quand je suis rentrée la première fois, il y a la lumière qui rentre. Et après, les fenêtres, on les a posées à l'extérieur pour que quand je les ouvre, les menuiseries disparaissent. Et les limites, donc les fameuses limites, comme on n'en a pas et les bâtiments n'en pas non plus, cette maison-là, le moment qu'on ouvre, tu ne sais plus en fait si tu es à l'intérieur ou à l'extérieur. Et les limites de ta maison, ça va jusqu'aux Pyrénées, effectivement. Tu vis vraiment avec les Pyrénées, donc c'est à peu près, oui, c'est la plus grande maison. Donc là, vous voyez justement les menuiseries qui sont posées à l'extérieur pour justement éliminer complètement les limites entre l'intérieur et l'extérieur. Et c'est ça, effectivement, en tant qu'architecte. C'est que
parfois on a l'impression que certains architectes pensent qu'il faut reconstruire le coucher de soleil. On n'a pas besoin. Ça suffit de l'intégrer dans la maison. Il est déjà là. Il faut juste faire attention, porter attention au soleil et faire en sorte qu'il fait vraiment partie de la maison. Et si cette soleil fait complètement partie de la maison, cette maison, il va changer comme le monde, comme le paysage qui nous entoure. Donc il ne sera plus jamais pareil de aucun jour. Tous les jours va être différent. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important. Parce que j'ai déjà raconté ça aux élèves, mais ils ont fait une expérience dans des grandes halls d'industrie. On travaille dans les halls industriels, où les gens travaillent, où il n'y a pas de lumière de tout, pas de lumière naturelle de tout. Là, on travaille. Et du coup, ils sont testés de voir si on mettait un tout petit peu plus de lumière pendant la journée, si les ouvriers travaillaient mieux. Et en fait, si. Incroyable. Bon, juste avec la lumière, un tout petit peu plus. Là, tu peux dire, oui, non, mais c'est parce que c'est le printemps, ou quelque chose comme ça. Du coup, ils sont testés de l'autre côté. Ils ont fait un tout petit peu moins. Donc, toute la journée, il y avait un tout petit peu de moins de lumière. Toute la journée. Et ça aussi, ça fonctionnait. Les gens travaillaient mieux, les ouvriers travaillaient. Et donc, pendant très longtemps, donc, si vous avez déjà entendu une conférence de moi, j'ai raconté cette histoire pour dire effectivement ce que nous avons besoin pour rester réveillés, pour que ta maison fait en sorte que tu restes réveillé et que tu travailles mieux ou que tu vis mieux, il faut avoir la lumière qui change, forcément, d'avoir l'espace qui change avec la lumière. Mais, après, c'est quelqu'un qui m'a dit qu'il avait vraiment lu toute cette histoire, de toute cette test-là dans les grandes halls industrielles. Et effectivement, ça s'avère que ce n'est pas du tout une question de plus ou moins lumière pour les ouvrières. C'était l'effet, en fait, de tout simplement de leur demander de comment ils allaient. Et c'était ça qui faisait qu'ils travaillaient mieux. Après, là vous dites, mais oui, mais ça c'est pas de notre ressort en tant qu'architecte. Mais si, moi je pense effectivement qu'il faut élargir notre façon de travailler et demander justement aux ouvriers et comment est-ce que vous voulez travailler. Et qu'effectivement c'est ça aussi de l'émancipation. C'est ça aussi de changer notre monde. C'est de faire en sorte de demander aux gens et de faire attention. Et il y a effectivement, il y a Simone de Beauvoir qui a dit, qui est très très jolie, elle a dit que l'attention, c'est la forme la plus pure, la plus rare de la générosité. Et je pense effectivement quand on parle de changement de point de vue, c'est ça. C'est la première chose qu'il faut penser quand vous travaillez en tant qu'architecte. C'est de faire attention. Donc, si vous travaillez pour des ouvriers, c'est pour les ouvriers. Mais aussi à la maison, de les écouter et travailler spécifiquement. Et de jamais travailler ailleurs, de ne pas regarder où vous vous mettez les pieds. Donc c'est ça la première leçon qui est la plus importante. L'attention. Voilà. Et après aussi, se poser des questions. Poser la question pour qui construisons-nous, par exemple. Donc nous construisons évidemment pour les êtres humains et pour les clients, mais nous construisons aussi pour les oiseaux, pour tous les animaux autour et pour la végétation. Parce que l'architecture occupe l'espace, mais il faut laisser la place aux gens. Laisser la place à la nature. Et après, une autre chose aussi que je voudrais parler de ce... Donc, je n'explique pas trop le projet comme vous le connaissez assez bien. Quand un bâtiment comme ça est en train de s'effondrer complètement, donc il y avait vraiment les murs qui s'est ouverts et tout ça, et dans le bâtiment, au Pays Basque, tu n'as pas de fondation. Et pour sauver le bâtiment, tu fais en fait une chaînage sur le mur. Il s'agit en fait de faire une espèce de structure de béton par-dessus. C'est presque comme on met les fondations au-dessus.
Ce qui était facile dans ce cas-là, parce que toutes les toitures étaient effondrées, donc c'était assez facile de juste mettre cette chaînage par-dessus. Et quand on a fait ça comme il était effondré, toutes les fermes, tout était enlevé forcément. J'avais dessiné des fermes vertes, toutes moches, tout ça. Et j'arrivais sur le chantier, et là, le charpentier il a dit, oui, mais tu sais, j'ai une surprise pour toi. Il faut que tu viennes à l'atelier. Je vais dans l'atelier chez lui un tout petit peu plus loin. Et là, il avait réhabilité les fermes, les anciennes fermes, qui étaient complètement effondrées. Donc il avait pris des bouts de bois à droite, à gauche, etc. Tout ça. Donc, vous savez très bien que quand on fait des réhabilitations, on a tout le temps de nouvelles surprises. Ça, tout le monde le sait. Mais là, ici, j'avais une bonne surprise. Et comment est-ce que j'ai pu avoir cette bonne surprise? C'est parce que je n'avais pas de bureau de contrôle. Parce que je n'avais pas d'ingénieur. Voilà. C'était moi qui étais complètement responsable. Si j'avais un bureau de contrôle ou un ingénieur, je n'aurais jamais pu le faire. Parce qu'on ne peut pas. Leur petit ordinateur à eux, qui ne connaît pas l'émancipation, il ne peut pas calculer l'essentiel bois en chaîne comme ça. Il ne peut pas, il ne sait pas faire. Et qu'est-ce qui se passe effectivement quand le monde te force de faire des fermes neuves, pas en verre, dans un bâtiment comme ça que tu aurais pu aussi bien garder des anciennes. C'est quoi cette question en fait, effectivement, quand on laisse ces calculs et ces petits ordinateurs décider pour nous? Forcément, ils ne savent pas calculer parce qu'ils sont dans un petit monde abstrait. Cet ordinateur et ce programme n'a pas de pied, pas de nez, ni rien, il ne peut pas aller sur place, il ne peut pas regarder exactement comment ils sont, le bois. Mais ce qui est le danger, quand on laisse effectivement le sort de le bâtiment ou des calculs trop abstraits, c'est que finalement, on construit le monde par ça. En fait, c'est le monde qui s'adapte à nos outils, au lieu d'avoir des outils qui nous aident à faire mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Et effectivement, notre monde se transforme à quelque chose très très simplifié, très généralisé, quelque chose que juste les ordinateurs peuvent compter. C'est un monde effectivement où on n'a pas besoin d'avoir des jambes, des pieds ou un nez. C'est ça le problème avec ce monde. Après, dans ce bâtiment-là, ce que nous avons fait aussi, c'est de se dire toutes les choses que tu penses comme ça intuitivement. Est-ce que ça peut marcher d'avoir une inertie de 80 cm de mur en pierre? Est-ce que cette inertie-là, même si j'ai des fenêtres comme ça, est-ce que cette inertie-là peut faire en sorte que le bâtiment soit frais l'été, quand il fait 40 degrés dehors? Et en fait, on a des plumes à l'intérieur. C'est quelque chose d'assez incroyable. Et on a un chauffage, un chauffage au sol qui chauffe très lentement. Et après, la chaleur monte dans le mur, très très lentement, mais on n'est pas pressé. Et après, c'est comme on vit, comme une petite fourneau pendant l'hiver. Donc effectivement, ces murs tiennent la chaleur. Et c'est pour ça aussi, ce que l'on a fait, on a mis que des tout petites grilles de ventilation d'Isabelle Renson, voilà, c'est la pub là. Et ces Renson, tu peux les ouvrir plus ou moins. Et quand l'hiver, il fait plus froid dehors, et plus chaud à l'intérieur, donc la différence de température est plus grande, ça suffit que tu ouvres ça, et tu as une grande ventilation tout simplement, sans que vraiment ça fasse un courant d'air. Et l'été, forcément, tu peux ouvrir plus grande, et comme ça, tu as une ventilation complètement naturelle. Et sans aucun bruit, sans aucun VMC, et effectivement, il respire complètement. Et après, l'autre chose, c'est aussi effectivement au niveau de l'économie de la construction, c'est pour construire moins pour en avoir plus, c'est justement de laisser des espaces complètement à l'extérieur, parce que si on laisse ça à l'extérieur, forcément, on n'a pas besoin de ni chauffer, ni isoler. Donc, du coup, c'est des espaces comme ça. Et là,
c'est la forêt que nous avons. J'ai juste pris un petit bout de forêt que j'ai amené sur place. Et là, vous avez un trou où il y a la pluie qui rentre dedans. Et cette nature, forcément, il est vraiment quelque chose où il n'est pas que là pour la vue, mais il n'est pas que pour comment il a l'air. C'est vraiment, on peut lui demander qu'est-ce qu'il peut faire. Il peut faire tellement de choses. Il donne la fraîcheur, il fait une habitation pour les animaux, et il booste, et il change tous les temps, forcément. Donc ça, c'est plus comme ça maintenant, où il y a encore plus de fraîcheur. Et après, c'est aussi tout simplement de profiter de ce que tu as là. Dans un espace comme ça, tu peux l'utiliser toute l'année parce que l'hiver, le soleil est bas, il se lève à l'est, il tourne, il chauffe tout l'espace tout le temps. Et l'été, le soleil est haut, les murs sont frais et c'est frais tout le temps. Donc c'est effectivement tout simplement de réfléchir et utiliser l'espace qui est là. Et une autre expression que tout le monde a entendu mes conférences, mais c'est un petit cours d'anglais aussi. Parce qu'il y a le mot free, what we want is free qui existe en anglais, mais qu'on n'a pas en français. Il faut deux mots pour raconter ce que ça veut dire free en français. Donc c'est à la fois gratuit et libre. Et moi je me demande toujours, parce que forcément quand tu es suédoise et que tu apprends le français et tout ça, tu dis forcément tu n'as que des mots dont tu as besoin. Donc si un mot tu ne l'as pas, c'est parce que tu ne le trouves pas nécessaire. Donc on peut se poser la question si en France, ici, il y a vraiment quelque chose qui est à la fois gratuit et libre. Si on l'a pas. Et dans l'architecture, il y a tellement de choses qui sont gratuites et libres. La première chose, qui est notre première matière dont on ne parle pas tant que ça, c'est l'air. C'est le rien. C'est l'espace. Lui, il est encore libre. Bientôt, on va sûrement payer pour. Mais effectivement, dans cet espace-là, il est vraiment... Et on en parle peu, parce que on parle tout le temps des matériaux. Par exemple, dans l'écologie, on parle tout le temps des différentes sortes de matériaux. Toute la recherche, toute la évolution dans le bâtiment, ça parle beaucoup de matériaux, forcément. Ça parle de ces matériaux parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a un matériau à vendre. Donc il y a beaucoup de recherche qui fait aussi qu'on pousse le développement du bâtiment par rapport à ça. Au lieu de commencer à penser différemment, justement d'essayer de construire juste tout simplement. On va passer à autre chose parce que sinon on ne finira jamais, évidemment. C'est ce qu'elle a dit. Parce que normalement, le Super Honda, ça ne dure jamais une heure. Ça dure des heures, n'est-ce pas? C'est complètement évident. Ouais. Et après, c'est toujours dans la question de l'autonomie, de juste faire tomber les murs en pierre pour créer un espace, que cet espace-là de 80 mètres carrés, si on avait fermé, forcément, on n'aura jamais pu utiliser et vivre cet espace-là. Je ne rentrerai pas dans les autres détails parce que vous connaissez très bien ce bâtiment, mais il y a toute cette question justement de rendre le bâtiment accessible, le transformer et dans le même temps faire passer presque comme une sorte de façon quand on vient sur place que tu as l'impression que nous ne sommes pas passés par là. On a l'impression que ça a toujours été comme ça. Donc effectivement, c'est des éléments traditionnels on voit des anciens bâtiments qui sont comme ça et qu'on a. Voilà. Et après, forcément, encore, c'était le jour de quand on a déménagé, et 3 ans plus tard, on a cette végétation donc complètement gratuite qui change évidemment la lumière à l'intérieur, la fraîcheur et surtout les odeurs. Forcément, quand nous sommes ici à l'intérieur, le plus incroyable, c'est les odeurs de rose à l'intérieur. Je vais quand même parler de ça, et après je vais passer à autre chose, mais je trouve qu'il est important. Vous êtes d'accord, hein? Ça, c'était c'est aussi de laisser le bâtiment décéder. Donc, par exemple, de ne pas faire encore des cloisons, encore des ouvertures. Donc,
Ça, c'était un espace qui était 25 mètres carrés. Et on l'a accepté tel quel pour pas racheter un trou en plus, parce qu'un trou, ça coûte cher, et un poisson aussi. Et cet espace est transformé à une salle de bain accessible, parce que ma fille, elle est en fauteuil roulant, donc effectivement, ça s'arrange très bien, parce que c'est effectivement un espace qui a à la fois une salle de bain et un salle de bain et une sorte de salon. Et c'est ça, ce chose-là, justement, sur l'accessibilité, que parfois, quand on est architecte, on peut sentir que un toilette accessible, un sanitaire accessible, on peut avoir 3 mètres carrés perdus, parce qu'il n'y a qu'une toilette et 3 mètres carrés perdus. Or, si on transforme ça et on rajoute 22 mètres carrés, tout d'un coup, c'est plus une toilette, ça devient un salon. Et effectivement, toutes les contraintes comme ça, c'est parfait pour l'accessibilité, parce que du coup, c'est assez grand, le salon, etc. Tout ça. Et cette toilette et cette salle de bain, on peut vraiment l'utiliser à autre chose aussi. Chaque espace à l'intérieur est aussi un espace à l'extérieur. Donc, c'est une salle de bain à l'intérieur, il y a aussi une salle de bain à l'extérieur. Et après, ainsi de suite. Je ne rentrerai pas plus dans le détail, effectivement. Après, c'est juste que chaque chose sait faire plusieurs choses, qu'effectivement, c'est une pierre de coup, qu'un sol peut aussi être rentable, ça dépend où tu te places. Et au lieu d'avoir des garde-corps, tu peux avoir un grand filet, parce qu'un filet, un garde-corps, il sait faire qu'une seule chose. Or, un filet, c'est faire un peu comme nous, il peut aussi être un grand baraque, il peut aussi être... Et c'est aussi en plus plein de mètres carrés où tu ne payes pas les impôts, parce que tu ne comptes pas. Donc, il sait faire tout ça. Et effectivement, là, vous voyez le trou avant et le trou après, on peut dire, effectivement, pour une... c'est un peu ça la manifeste pour une maison vivante. Et après, l'autre question, c'est effectivement sur l'habitat, parce qu'on peut se poser où s'arrête l'habitat. Et quand on dit hors limite, forcément par rapport à ça, quand on pense surtout là, dans notre territoire, à la campagne, on ne peut pas que penser de comment nous habitons. Nous avons vraiment besoin, parce que nous n'habitons pas seulement notre maison, on habite aussi notre rue, notre travail, on habite les transports et on habite aussi des lieux de rencontre. Ce qui est forcément quand on habite à Lausanne ou si on habite à Paris, par exemple, ça semble être complètement évident. Mais ici, à la campagne, c'est quelque chose qu'il faut créer. Et ces créations des salons, un peu de l'extension de chez soi, est extrêmement important et nous travaillons tout le temps pour trouver des endroits où, justement, où on peut se rencontrer. Et qui fait, donc, du coup, la prolongation de l'habitat. Et cette prolongation de l'habitat, ce qu'on a complètement, chez nous, perdu. Donc, tous les villages avant, on pouvait avoir 3 à 5 restaurants. Or, maintenant, on n'a plus rien. Et ces restaurants-là, si on ne les a pas, on ne peut pas se rencontrer. On peut se rencontrer au marché, parce que ça, on a des marchés partout, etc. Tout ça, donc c'est le lieu de rencontre. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de se rencontrer? Parce qu'on a besoin de se rencontrer pour parler de l'émancipation, et comment s'organiser, et comment changer le monde. Et effectivement, donc, du coup, nous travaillons tout le temps en extension à la fois avec l'habitat, et de comment travailler et trouver des espaces où on peut à la fois soit travailler ou se rencontrer. Et l'extension de notre maison, c'est la tannerie à Hauterive, qui est à la fois une lieu de travail, mais aussi un espace public et ouvert. Voilà. Donc là, vous voyez, c'était aussi un ruine, que vous voyez qui était en train il était en très très mauvais état, avec 2 petits logements sur un côté. Il y avait un petit logement ici, un petit logement comme ça, et un grand hangar. Et c'est comme ça maintenant, effectivement, donc vous voyez l'espace. Ça, c'était l'espace avant. Et sur cet endroit-là, on a aussi travaillé justement pour, à l'intérieur, on a des galets qui viennent du gaz. Donc on a travaillé avec un béton de chambre à l'extérieur pour à nouveau de garder l'inertie à l'intérieur pour garder la fraîcheur. Et là, vous voyez l'entrée. Des fenêtres où justement on s'ouvre vers l'extérieur.
l'espace de travail, où on a ouvert justement, où on a le gars en bas avec le vue. Et après, c'est juste une photo très très vite que j'ai prise juste un matin où on voyait tout le soleil qui est passé, donc tout est pris au même moment. Donc normalement, c'est toujours Michel Bonvin qui prend des super jolies photos, donc celle-là, c'est moins bon. Mais c'est un instant, ce moment, en fait, effectivement, on voit la lumière qui rentre un peu partout dans le bâtiment. Et c'est pour ça que je le montre comme ça. Je vais le montrer un peu vite, parce qu'on a plein de choses à se dire. Et cet espace-là, c'est quelque chose qu'on peut avoir chez nous, qu'on ne peut évidemment pas avoir à Lausanne, et absolument pas pareil. C'est un espace, en fait, qui n'est pas prédéfini à un usage particulier. C'est un espace qui est laissé un peu vide, ou peut être rempli avec n'importe quoi. Donc effectivement, quand il y a des élèves qui viennent, on peut faire des workshops, on peut travailler dedans, il y a des gens qui peuvent venir, on peut faire une exposition, on peut faire des conférences. C'est un lieu, effectivement, où ton habitat, travail, tout d'un coup, se transforme à quelque chose d'autre. Là, vous voyez, il y a des élèves de l'école de Bordeaux d'architecture voilà, qui sont là en train de transformer. Et effectivement, des espaces comme ça, on essaye toujours de créer. Et c'est là que ça venait, effectivement, j'avais fait une conférence qui s'appelait Berne et le nouveau Berlin, et tout le monde disait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut évidemment pas dire qu'on a envie que ça devienne Berlin, c'est pas du tout ça. Mais c'est effectivement cette chose qu'on peut avoir, qui est assez particulière, d'avoir des espaces en plus, qui pas des espaces qu'on n'a pas besoin de justement décéder et vraiment comment dire, c'est cette sorte de liberté de ne pas décider. Ce qui peut faire que, effectivement, les choses peuvent évoluer dans le temps et les gens peuvent aussi changer et utiliser les espaces dans le temps. Il y a forcément une question de l'argent aussi, parce que c'est ça l'émancipation, c'est la domination. Quand il y a de l'argent, il y a forcément plus de domination. Donc chez nous, comme il y a très peu d'argent, il y a forcément plus de liberté. Nous avons plus de temps pour réfléchir à nos projets. Il y a moins d'enjeux, donc on peut faire plus de recherche. Et on a aussi des espaces pour créer avec ces mètres carrés en plus, où tu peux faire un peu n'importe quoi, sans que personne n'est vraiment en train de dire « Allez, il faut y aller maintenant ». Et c'est cette question-là qu'effectivement que nous avons à la campagne et qu'on essaye d'utiliser pleinement. Parce que forcément, quand tu travailles à la campagne, tu ne vas pas penser comme tu penses à Paris. Parce qu'on ne pense pas pareil dans chaque endroit. C'est ça de porter attention. Si tu es dans un endroit comme ça, tu portes attention à cet espace-là. Tu portes attention à tout ce qui est mis sur cette place-là. Et après, c'est des choses, de toutes petites choses que tu peux faire, qui peuvent sembler très complètement dérisoires. Mais dans la salle de réunion, ce que nous avons fait, juste pour créer de la liberté, je ne dis pas que c'est comme ça qu'on crée l'émancipation, parce que ce n'est pas exactement comme ça, mais c'est juste créer la petite liberté de vivre un peu comme on veut. Et c'est les bancs pour la salle de réunion. Au lieu d'avoir des bancs de 60, on les a fait un tout petit peu plus large, de 80, et comme ça devient aussi des bancs pour dormir. Et comme ça, on peut faire les siestes ensemble, et c'est l'agence, en fait, comme ça, on rêve ensemble. Ce que je pense est effectivement très important. Interroger les règles de jeu. Château de guerre, Cardette. C'est dans la Soule, donc un peu plus à l'intérieur de pays. Là, vous voyez comment c'était avant et comment c'est maintenant. Avec une très jolie vue d'un côté et avec le trinquet de l'autre côté avec la pilote. Et après, effectivement, interroger les règles du jeu. Donc c'est ce jeu-là dont on en a parlé justement avant, qu'il faut ne pas le voir comme des contraintes. Il faut le voir comme des possibles à transformer notre monde à quelque chose de bien. Parce que c'est ça aussi que en suivant, ça s'appelle en fait, les gens qui lisent la Bible littéralement, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais en fait ça veut dire Books of Student, ça veut dire que tu lis, tu penses que chaque lettre a une valeur. Et en fait tu crois à chaque lettre. Vous voyez ce que je veux dire?
voilà, donc les lettres ont plus d'importance que le sens total. Et c'est pareil un peu avec les règles aujourd'hui. Parfois, donc je ne dis pas que toutes les bureaux de contrôle sont comme ça, mais parfois ils pensent A, B, C, D, ils pensent à ça, mais pas à la totalité, parce que les règles sont là pour nous protéger. Ils sont là pour protéger notre commun, notre bien commun, mais ils ne sont pas taillés dans la terre. Donc, un, on peut le changer, mais numéro 2, le plus important, c'est justement de trouver je dis souvent que je dis que nous sommes des avocats de l'espace, ça veut dire qu'on n'a jamais entendu un avocat qui est en train de se plaindre parce qu'il y a trop de lois. On est d'accord. Ils trouvent des façons de tourner autour, des choses comme ça. Et effectivement, notre façon en tant qu'archevêque, il faut qu'on arrive, et il faut aussi que si on n'arrive pas à enlever, si les bureaux de contrôle restent là, mais je ne pense pas que vous avez des bureaux de contrôle en Suisse en fait. Vous n'avez pas, hein, je pense, ouais. Mais en France, on a. Mais ce qui est important, c'est effectivement, donc du coup, chaque fois quand on travaille, on écoute le bâtiment, mais après, on regarde accessibilité, sécurité incendie, des questions thermiques et acoustiques. Et après, on le fait comme le commencement d'une façon de créer un projet. Et sur ce projet-là, il y avait déjà quelqu'un qui avait travaillé, il s'appelle Solia. Ils avaient en fait travaillé et trouvé, 600 mètres carrés dans le château. Nous avons donc du coup regardé toutes ces réglementations et on avait fait, comme vous voyez le couple, là vous voyez qu'il y a une grande différence entre en bas et en haut. Et on se dit effectivement qu'on pouvait rentrer au rez-de-chaussée, on pouvait à la fois de rentrer dans le jardin, au niveau du jardin, et on pouvait rentrer au premier étage. Et si on coupait le bâtiment en deux, on le voyait vraiment comme un bâtiment avec des maisons au rez-de-chaussée et un bâtiment R+2, on pouvait ne pas mettre un ascenseur. Et si on ne mettait pas un ascenseur, on gagnait plein de mètres carrés. Ça voulait dire aussi que les 2 premiers étages étaient complètement accessibles, où tu avais une première rez-de-chaussée avec des jardins, mais vraiment comme des véritables petites maisons, où tu as des jardins de 2 côtés, complètement accessibles, forcément. Et à l'étage au-dessus, donc là, vous voyez, c'est le rez-de-chaussée. Et là, c'est l'entrée de l'étage au-dessus. Cet étage-là, forcément, complètement accessible aussi. Là, vous voyez le bas, je vais le prendre sur la maison. Moi, je croyais que j'avais fait un coupe, mais j'ai pas fait. Exactement. De toute façon, ce qui se passe, c'est que les deux étages sont accessibles. Et les 2 derniers étages ne sont pas accessibles. Et c'est une question de priorité. Parce que forcément, ici, c'est des logements sociaux. Et même quelqu'un qui a beaucoup d'argent n'a peut-être pas l'argent d'acheter un ascenseur. Ça coûte très cher. Et un ascenseur, en plus, de le faire fonctionner, coûte aussi cher. Et dans ce petit château comme ça, si tu l'installes, il y a une grande partie de ton logement qui disparaissent. Et donc c'est aussi une question de priorité, de dire effectivement si j'ai 2 étages où on peut rentrer, qui soient complètement accessibles, on peut aussi se permettre que les 2 derniers étages ne sont pas accessibles. C'est toute une question de faire ça ou de ne pas réhabiliter de tout. Voilà, donc, et après l'autre chose c'est aussi, c'est de faire de porter attention au bâtiment et garder tout ce qui est là, de ne pas changer le sol, pas changer les murs, et effectivement de regarder, de faire un travail attentif pour faire le moins possible. Et comme ça, là, on va commencer à construire en janvier, voilà, ce projet. Et tous les logements vont avoir donc 3 mètres d'auteur de plafond, et le prix au mètre carré, il est 1 400 € le mètre carré. On arrive à tout réhabiliter dans cette façon-là. Effectivement, c'est vraiment une question
entre essayer de faire le moins possible. Et après, l'autre question aussi, c'est une des choses les plus importantes, c'est forcément de se poser la question chaque fois où s'arrête ton logement. Et chez nous, une des travaux qu'on fait tout le temps, c'est de voir où tu habites, comment tu peux te transporter. Et j'ai entendu des gens qui disent oui, mais on ne peut pas construire à la campagne parce qu'il n'y a pas de transport. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qui est taillé dans la pierre, évidemment. C'est quelque chose qu'on crée. Et donc forcément, il n'y a aucune raison que nous, aux personnes, par personne dans le Béarn, au Pays Basque, qu'on a moins d'argent par personne qu'à Paris. Je veux dire par personne, donc ça ne fait pas beaucoup. Mais il y a des endroits comme ici, par exemple, pour eux, de juste aller au travail, que normalement ça devait prendre un quart d'heure, ils sont obligés de passer par Bayonne, ou ça ne marche pas du tout. Et effectivement, et ça c'est quelque chose qu'on est en train de travailler pour pouvoir avoir de transport et de transformer. Et ça c'est aussi, effectivement, là vous voyez comment c'était les trains avant. Ça c'était les trains avant et maintenant. Voilà. Et donc dans notre territoire, on passait partout avec les trains. Tout était connecté. Tout le monde qui habitait sur la côte allait vers l'intérieur et vice-versa. Il y avait d'énormes troncs d'arbres qui arrivaient de Vosges, chez nous, dans le petit gare Escos à côté. Tout était connecté. Et après, aujourd'hui, par rapport à la liberté, on a l'impression qu'on est libre. Par exemple, chez nous, quand je parle de faire introduire des bus et des choses comme ça, qui n'est pas, c'est faux, absolument. On ne peut pas chacun avoir une voiture, c'est absolument hors de question. Les gens qui avaient ça avant, qui étaient très contents, maintenant ils sont tellement habitués d'être dans des voitures qu'ils n'ont pas envie, en fait, de changer. Et vous savez pourquoi? Et quand ça arrivait, ça? Quand est-ce qu'on a enlevé ça? Vous le savez, je ne sais pas de raconter ça, pourquoi? Ça arrivait après la Deuxième Guerre mondiale. En fait, c'est le Marshall, c'est le plan de Marshall. C'est l'aide, en fait, ce que, comme les États-Unis a libéré la France, il fallait aider la France. Et donc, du coup, on les a aidés aussi à la fois de démonter toutes les voies ferrées et faire des autoroutes et des routes et des parkings et avoir des voitures et avoir du pétrole, etc. Tout ça. Donc c'était effectivement un grand plan d'autoroutes et de voitures et de parkings, effectivement, qui a transformé notre territoire d'une façon complètement incroyable. Et après, la deuxième chose que nous avons aussi eu comme une énorme sorte de cadeau, c'est cette maïs modifiée qui vient des États-Unis que nous, on n'avait pas chez nous. Et cette maïs qui n'est pas du tout adaptée chez nous, où il faut les arroser. Et ça, c'était aussi quelque chose qui arrivait après la Deuxième Guerre mondiale, comme aide, pour aider la France, voilà, par rapport à l'émancipation. Donc déjà de savoir par rapport à la liberté, de savoir d'où les choses viennent, c'est déjà un bon début pour s'émanciper. Et après, l'autre chose, c'est aussi de poser des questions. C'est vraiment poser des questions. Pourquoi? Pour qui? Comment? Et la question, c'est par exemple, ça c'est des maisons que nous avons fait, c'est des maisons dans verticaux, vraiment en niveau. Et j'ai appelé mon associé et je lui ai dit, tu peux pas m'envoyer, parce qu'on va me livrer là cet automne. Donc j'ai dit, mais tu peux pas m'envoyer des photos un peu plus propres et clean, tout ça. Il m'a dit, non, mais j'ai que des taches et des trous. Et donc, du coup, je n'allais pas vous montrer des taches et des trous. C'est parce que je vais vous montrer voilà. La prochaine, au printemps, quand je fais notre conférence, je vais vous montrer le vrai. Voilà. Mais je voulais parler, en fait, par rapport à l'émancipation, parce que ça, c'est aussi une question de l'urbanisme. Quand quelqu'un travaille, comme ici, c'est Youssef Tomé qui a travaillé sur une grande partie de Bordeaux qui s'appelle Brassa, forcément, tu n'as pas le temps de regarder chaque situation particulièrement. Forcément, tu travailles à un grand plan, donc forcément, tu ne peux pas être en train de penser à chaque endroit. Et donc, tous les bâtiments avaient l'air comme ça. Assez chic, en fait. Tu avais deux grands logements comme ça, presque comme des maisons empilées, comme ça.
Et nous, on avait 4 lots comme ça, 2 comme ça et 2 ici. Comme ça, et c'est là que c'est un peu plus petit. Or, nous, on fait des logements sociaux. Et forcément, des logements sociaux, c'était extrêmement difficile de construire de ce que Messolia voulait avoir dans ça, parce que tu ne pouvais pas avoir de différentes sortes de tailles de logements. Déjà, ça ne marchait pas très bien. Et après, deuxièmement, ce qui est problématique avec ces logements-là, et je ne pense pas que c'est pareil partout, mais chez nous, c'était vraiment ça, c'est que tu avais des logements qui avaient plein de soleil et des logements qui étaient complètement dans l'ombre. Donc, l'analyse comme ça, pour nous, c'était pas viable. Donc, on a dit, nous, ce qu'on apprend à l'école d'architecture en première année, c'est que pour faire passer les premières années, tu es obligé de faire des logements traversants. Parce que sinon, les bâtiments ne peuvent pas respirer. Donc, c'est la base pour tous les logements. Et donc, forcément, il faut avoir, pour avoir un bâtiment traversant, tu as un côté au soleil, un côté dans l'ombre. Et comme ça, l'air peut passer tout seul et tu peux faire de ventilation naturelle. Donc nous, on a dit, on ne peut pas faire comme ça, il faut absolument transformer comme ça. L'autre chose, c'était un endroit qui était extrêmement pollué donc, et compliqué. Il fallait faire des fondations spéciales. Mais vraiment, très, je sais pas, on avait donné des prix, effectivement, c'était des prix hallucinants. Et c'est là aussi qu'on se dit, même si on transforme ces structures-là à ça, on peut diminuer les coûts de fondation jusqu'à ici. Et c'est aussi, dans ce certain manière, de ne pas mettre tout notre argent sous terre. Parce que c'est quand même ça. Ici, ils prenaient des trous, et ils mettaient 100 mètres dedans, et ils enfonçaient tout leur argent. Et après, qu'est-ce qui te reste après, pour tes façades? Rien du tout. C'est ça. Et c'est ce que tu vois, en fait, souvent après ça. Il n'y a pratiquement pas de fenêtres, parce qu'on n'a pas eu de l'argent, parce que tout est là-dedans, en fait. On les a toutes enterrées. Et après, effectivement, on a fait une comparaison de différentes longueurs de façade. Donc, dans la première, on avait que tout ça. Et dans le deuxième, on avait ça. Et à Bordeaux, pour Messolia, on est à 1 300 € le mètre carré. Donc, ce qui est très, très serré, forcément, pour des logements. Et 1 300 € par mètre carré. Et donc, forcément, nous, on n'a pas les moyens de dépenser des façades ou des choses comme ça, à volonté. Voilà. Donc il faut effectivement faire le lien entre économie, écologie et générosité. C'est effectivement de mettre l'argent au bon endroit. Et effectivement, économie et écologie est complètement liée. Donc le mieux, ça c'était un peu exceptionnel parce que maintenant on fait pratiquement que de réhabilitation. Mais parfois on fait quand même des logements sociaux parce que nous avons vraiment besoin. Après je sais, il y a assez de bâtiments partout en France pour qu'on n'a pas besoin de faire ça non plus, mais c'est pas aussi facile. Et il y a des gens qui ont besoin d'une habitation tout de suite. Et après, c'est aussi, c'est pas que les Français, parce que bientôt on va avoir peut-être plus de monde qui va avoir besoin de logements. Donc je pense quand même qu'il faut encore construire des logements sociaux. Sinon, je trouve quand même, forcément, il faut essayer de construire le moins possible. Donc, économie et écologie, et toujours essayer de faire le moins possible et toujours réfléchir où se mettre en argent et pour être le plus généreux possible envers eux. Et donc, ici sur le côté, donc, on a réussi à changer le plan et on a donc, du coup, un côté complètement vitré, complètement au soleil. Tu as deux espaces, tous les logements sont traversants et on rentre toujours par un côté. Et ce que se passe, que vous voyez bien, effectivement, c'est pas du tout aussi bien comme j'avais fait au départ, mais le septomé, il a juste accepté de faire ce qu'on voulait, si on avait gardé quand même les failles, parce que c'était extrêmement important pour lui. Et c'était un peu en bataille quand même pour ça, parce que c'était quand même, ça coûtait plus cher et tout ça, et c'était un peu bête pour nous, on ne voulait vraiment pas mettre cet argent-là. Mais le moment quand on a fait ça, on se dit, ok, bien, mais au moins ce qu'on peut avoir, c'est que dans ces logements-là, tu peux rentrer et sortir dans deux façons différentes. Ce qui est assez rare dans les logements sociaux comme ça, en vertical. C'est qu'effectivement, dans ces logements-là, dans celle-là, tu peux rentrer ici, mais tu peux aussi rentrer par là. C'est pareil sur ce côté-là, et là, et là, et là, et là, et là. C'est que les deux derniers au bout, mais qui sont tellement cool quand même, que tu peux juste rentrer d'une seule façon. Et là, ça montre effectivement, donc du coup, c'est vraiment par rapport à la qualité de ce bâtiment-là,
c'est de dire que si on construisait quelque chose avec des balcons, et tu peux en fait sur des balcons avoir des balcons de 2,40, c'est comme des terrasses, c'est pratiquement comme des véritables espaces qui est contenu sans mettre aucune fondation. C'est juste presque gratuit en fait. Et donc il faut de deux côtés. Donc tu as un côté où tu as ta cuisine, où tu peux ouvrir et ça devient un bar américain d'un côté, et l'autre côté où c'est aussi grand, tu peux mettre même une petite mini de table de ping-pong de l'autre côté. Et dans ces logements-là, donc, quand on ouvre tout, ça devient une grande, énorme espace de loft où je ferme, et forcément, si je ferme des fenêtres à l'extérieur, ça coupe le son beaucoup plus, et tu peux justement faire du yoga. Une personne peut faire du yoga sur la terrasse, quelqu'un peut regarder la télé au milieu, et les enfants peuvent jouer sur l'autre terrasse. Et comme ça, le bâtiment devient plus grand. Tu peux être dans l'ombre d'un côté et au soleil d'un côté. Tu peux laisser tes invités rentrer par le salon, pendant que toi tu rentres par tes courses dans la cuisine. Et tu peux même, effectivement, au cas où si tu as un amant, il peut s'échapper sans que ton mari le. Et effectivement, c'est toute la question de créer de liberté, créer d'une façon de rentrer sortir. Et effectivement, ce n'est pas des choses qui coûtent plus cher. C'est juste en fait, il faut y penser. De penser de comment est-ce qu'on peut transformer les choses, avoir plus de choses. Et ça revient à cette question d'être spécialiste en air, à l'air. Parce que c'est dans cette air-là qui crée cette liberté. Après, je ne dis pas qu'il faut avoir des amants, ça c'est pas du tout la question. Mais au cas où, on peut avoir. Et après, l'autre question, en fait, c'est de savoir prioriser. Et c'est ça aussi que dans l'architecture. L'architecture, ça c'est bois. Ça prend la place. Ça occupe la place. Il y a trois choses qui sont presque les plus importantes quand même quand on travaille, et c'est encore à voir avec toutes les choses qui sont invisibles. Et c'est vraiment par rapport aux priorités. Donc c'est espace, temps et l'argent. Et c'est ces trois choses qu'il faut réfléchir. Où est-ce que tu mets ton espace, évidemment, mais surtout ton temps et ton argent. Mais non, bon, voilà, il est un peu tard, c'est ça. Hein, ouais. je vois. Bon, mais je vais faire un peu vite pour quand même arriver à la fin. Vous voulez avoir un fin quand même de l'histoire. On est d'accord? Ouais. Donc la minoterie d'Atnavarix, il est super intéressant, mais on va commencer le chantier ce printemps aussi. On a plusieurs bâtiments qui vont être en chantier. Donc moi, je propose que je revienne l'année prochaine et je montre quand il y a en construction. Ça, c'est aussi effectivement une question de. Juste, je dis une chose. Vous voulez que je dise une chose? C'est de regarder assez longtemps pour dire que chaque espace est bon, de savoir qu'est-ce qu'il est bon. Par exemple, pour la minoterie, forcément, il y a une structure à l'intérieur qui est complètement phénoménale. Je vais passer un peu là, vous voyez ça. Vous voyez toutes les cellules là, qui sont super costauds. Et tu peux en fait mettre 450 kg le mètre carré sans problème. Donc c'est vraiment un espace où tu peux faire des ERP, des espaces publics, des concerts, des choses comme ça. Et quand nos clients nous avaient contactés et on avait commencé à réfléchir à ça, tout le monde se dit que c'est là que vous allez mettre les logements, forcément. Mais si on avait mis les logements ici, dans cet espace-là, on n'aura pas utilisé toute cette capacité de 400 kg le mètre carré quand même. Parce que pour les logements, c'est que 150, vous voyez. Donc effectivement, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Et le deuxième, c'est aussi que si on faisait ça en logement, qu'est-ce qu'on allait faire? Il faut mettre à cause des coups de feu, on allait mettre des plateaux partout, et tout allait disparaître. Et c'est ça aussi une question par rapport à l'émancipation. Une émancipation, c'est en fait, un peu, d'abord, c'est comme les enfants, où les parents libèrent ses enfants. Mais nous, en fait, il faut qu'on soit un peu émancipés par rapport aux ABF, par exemple. Les architectes du bâtiment de France. Vous avez sûrement des sortes comme ça ici aussi. Et ces personnes-là, ils regardent que le bâtiment à l'extérieur. Parce que tu montres que la façade.
Mais c'est pas parce que pour ça, moi, on a beaucoup parlé de ça, parce que je dis, mais c'est pas possible. Il faut aussi protéger autant l'intérieur qu'à l'extérieur, forcément. C'est un bien commun, l'intérieur aussi, surtout sur des bâtiments comme ça. Mais c'est pas parce que l'ABF regarde que à l'extérieur que nous on s'en fout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça que je veux dire, c'est comme des règles. Ok, on comprend qu'eux ils sont pas le temps, mais nous, il faut que nous on prenne le temps, ce qui se passe à l'intérieur. Nous ne pouvons pas ignorer ce qu'il y a à l'intérieur juste parce que l'architecte du bâtiment de France ne regarde que à l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais. Bon. Il va être très top, ça ne pas savoir. Et ça, c'est des logements sociaux de réhabilitation. Et ça, je ne vais pas vous raconter non plus. Ouais, non, mais je suis désolée, Sophia. C'est encore, c'est comme toujours. J'ai toujours trop de choses à dire. Une fois, je vais faire une conférence à dehors. Et on va avoir des coussins par terre. Et on va avoir des choses à manger. Et on va boire. Et après, je parlerai toute la journée. jusqu'à qu'on ne peut plus. Voilà. Donc ça, c'est aussi, ça coûte 1 200 € le mètre carré. Donc effectivement, c'est des choses extrêmement tendues. Parce que chez nous, les gens sont très peu d'argent. Donc c'est forcément, il y a des choses à penser. Donc j'ai dit 2 mots. Parce qu'il faut quand même que je dise quelque chose sur laisser la place. Là, c'est la maison de la culture d'Alios. Il y a 2 projets en Suède, je ne veux pas en parler forcément. C'est juste, là, on avait un client qui venait me voir, qui avait acheté un terrain un peu dans la banlieue de Stockholm. Et il voulait, au lieu d'habiter tout seul, il voulait transformer sa maison, pas une maison où il faisait des expositions à la maison, mais une maison qui était complètement publique, et c'était lui qui habitait dans la maison d'exposition. Vous voyez ce que je veux dire? Et il voulait aussi faire, donc du coup, un 2e logement pour qu'il n'allait pas être seul, pour qu'il y avait un autre artiste qui habitait aussi. Et après, il voulait aussi avoir assez d'espace pour juste de pouvoir vivre, et un peu comme nous, voilà. Donc il fallait trouver moyen de construire le moins cher possible et le plus liberté possible. Et vous allez voir, je vais faire très vite, il y a des photos en fait quand c'était fini, quand c'était tout propre, et après j'étais là l'été dernier, et vous voyez ce que ça donne quand on laisse la place. Voilà, donc effectivement d'abord c'était un peu propre comme ça, on avait une filière où on pouvait à la fois stocker de l'œuvre d'art et des expositions. Et quand on montait jusqu'en haut, tu avais un vue de 360 degrés, on avait juste une petite cuisine, comme ça. Et après, là, c'était bon, là, ça commençait à avoir une petite salle de bain. Et là, hop, là, il y a une tente qui arrive. Et effectivement, c'est tout petit à petit, c'est des choses qui vont se faire ça. Je ne vais pas rentrer dans cet espace-là qui était un énorme espace de travail et de culture et un lieu d'exposition. C'est comme ça. Et voilà. Mais c'est la place, voilà. Mais c'est très drôle l'endroit, donc quand vous venez en Suède, vous pouvez passer voir parce que c'est comme la maison de la culture. Et après, je ne vais pas parler de ça, mais c'était juste, effectivement, c'est des exemples des espaces où on a trouvé des lieux où on peut se rencontrer, où ils peuvent voir la vie, effectivement. Je ne raconterai pas ça. Enfin, je raconterai pas. C'est juste la vie qu'on a créée, voilà. Et après, maintenant, c'est rater et recommencer, c'est quand même le plus important. Et c'est ça quand même, sur les petits projets, forcément, les petits projets, tu peux aussi te permettre de rater et recommencer un peu plus que sur les autres. Je raconte juste ça, et après je raconte pas les autres choses. Ça, c'est un travail qu'on a fait il y a très très longtemps, il y a très longtemps, où c'était des logements pour de réalisateurs qui à la fois qui travaillaient et qui habitaient dans l'appartement. Et nous avons tout enlevé. La seule chose qu'on a gardée, c'était un baignoire. Et cette baignoire-là, on l'a posée en hauteur, juste devant la fenêtre où on est, donc au 27e étage, avec toute Paris sur le pied. Et on l'a intégré dans le plan de travail de la cuisine. Et quand tu ouvres la fenêtre,
Du coup, tu te retrouves, là, il est fermé, quand tu ouvres la fenêtre, tu te trouves en plein soleil, en 27e étage, et tu as cette vue, donc du coup, cette vue complètement incroyable le Sacré-Cœur, le Tour Eiffel et le coucher de soleil. Et pour que ce ne soit pas complètement inégal, de l'autre côté, nous avons mis un miroir, et comme ça, tu as 2 Tours Eiffel, 2 Sacré-Cœur et 2 couchers de soleil. Voilà. Et après, on peut dire, bon, c'est peut-être un peu futile, pourquoi est-ce que vous avez mis cette salle de petite baignoire là. Et de quelque chose, en toute petite chose comme ça, ça fait que quand les enfants sont petits, mais quand ils sont petits, le meilleur endroit, c'est où pour être tranquille, si tu veux travailler? C'est dans le baignoire. Forcément. Et donc du coup, là, tu as un énorme plan de travail. Tu peux travailler, tu mets les enfants, il ne faut pas les mettre dans les salles de bain parce que c'est super dangereux, c'est vraiment un truc où les enfants peuvent se... Donc du coup, tu peux à la fois les surveiller et à la fois travailler. Tu peux évidemment le transformer en énorme bac à glace pour quand il y a des fêtes, pour les champagnes. Et tu peux, quand tu charrettes, tu peux mettre toute la vaisselle fermée et faire la vaisselle là-bas. Voilà. Et donc du coup, la prochaine fois je parle de cette maison-là. Voilà, c'était la maison qu'on a eu le prix et il est intéressant justement parce qu'on a comme cette question de salle de bain transformer justement notre façon d'habiter, de regarder l'habitation. Et la raison aussi qu'on a pu innover et de faire des choses autant spécifiques et spéciales, c'est parce que forcément, c'est un travail sur une question spécifique avec une client spécifique sur un lieu spécifique. Et c'est ça qui fait que c'est la spécificité qui crée autant de différences. Donc ça, je raconterai une autre fois. Vous n'avez pas marre? Qui doit aller dire. Oui, bon, mais je raconte un tout petit peu vite fait. Oui. Donc, pour travailler, donc ça c'est moi, avec ma cliente qui est derrière, et avec mon entrepreneur. Et c'est ça, effectivement, aussi, de travailler. Comment on travaille, parce qu'il y avait quelqu'un qui m'a demandé, on était dans la forêt pour choisir des arbres pour un projet, chez nous. Il a dit, mais pourquoi vous appelez collectif? Et effectivement, le collectif, c'est parce que nous sommes un collectif. Donc forcément, on travaille, c'est une structure qui est complètement horizontale. Donc il n'y a pas de pyramidal, il n'y a pas un chef genre moi, et ici, bon, je donne un peu de leçon, mais quand même, c'est vraiment une structure horizontale. Et après, c'est aussi effectivement qu'on travaille en équipe. Donc dans notre collectif, quand on travaille avec les entrepreneurs, sur tous les projets, ils se sentent complètement pris dans le projet. Et c'est pareil, bon là, il y a un petit peu derrière comme ça, mais c'est aussi les maîtrises d'ouvrage. Les maîtrises d'ouvrage sont aussi qui font complètement partie du projet. Et donc du coup, c'est ça aussi, c'est une sorte d'émancipation, pas seulement de toi-même et de l'entrepreneur, mais de maîtrise d'ouvrage, de nos clients. Parce qu'eux se sentent complètement, ils se sentent comme ils ont le pouvoir sur le projet. Parce que vous travaillez ensemble, vous faites une groupe ensemble. Et comme ça, ils sont complètement responsables aussi. Parce que ça va dans les deux sens. Tu es responsable, tu prends le pouvoir. Tu donnes le pouvoir, tu deviens responsable. Et c'est beaucoup plus facile de travailler ensemble quand il y a des erreurs, quand il y a des problèmes et des choses comme ça. Parce que tout ce travail-là, on l'a fait ensemble. Donc là, justement, on est en train de travailler. Et là, on a travaillé, c'est assez drôle parce que je finis donc avec ce projet-là qui est extrêmement formel. Or, je n'ai que parlé de l'air et de la visibilité et toutes les choses comme ça de reste. Mais ce projet-là, cette cliente, elle était sculptrice. Et donc forcément, le projet avait c'était très important pour ça aussi. Donc là, c'est avec son mari. Oui, sur le bâtiment qui est au-dessus. Et ce qui se passe avec cette maison-là, c'est à Gotland. C'est une des îles en Suède où il n'y a pas d'arbres. Donc c'est le seul endroit dans toute la Suède où tu ne construis pas avec des bois. Et tu n'as pas le droit de construire avec des bois. Tu es obligé de construire avec la pierre, mais bon, pas l'argent, parce que forcément c'est encore un projet qui ne coûte pas si cher que ça. Et
donc tu es obligé de construire avec et là, ce projet-là, on ne pouvait pas construire avec de pierre, on ne voulait pas construire avec le béton, donc on a travaillé sur de l'argile expansée. Je ne sais pas comment ça s'appelle mais c'est de l'argile expansée, c'est effectivement, c'est pas super propre, hein, parce que ça prend quand même beaucoup d'énergie de le créer. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement c'est le matériau que tu peux construire, c'est des grosses blocs comme ça, et c'est à la fois structuré, donc c'est porteur, et c'est aussi isolant, et très bien isolant aussi. Et tu peux même avoir des poutres de ce matériau-là. Donc c'est vraiment assez bien quand même. C'est pas aussi bien que d'autres matériaux. Et ce paysage, il est complètement, il n'y a que vous voyez les pelouses comme ça, avec des grosses pierres et tout ça. Donc c'est vraiment de quelque chose de très particulier qu'on voit peu ailleurs. Voilà. Et pour ce projet-là, il y a une réglementation extrêmement précise. C'est qu'il fallait faire une maison. Tu ne pouvais pas le faire sur pilotis, parce qu'on voulait faire sur des petites pilotis, pas grand-chose, parce que l'hauteur maximale, c'était 6 mètres. Et des tout petits pieds comme ça, genre des petits pieds des cochons, on voulait les faire parce que notre cliente, elle a super peur des souris. Donc on se dit qu'on allait faire une petite maison sur des petites... donc j'ai appelé tout de suite l'architecte du bâtiment de France, voilà, pour demander est-ce que c'est possible. Et il dit, mais non, pas du tout. C'est très clair, la réglementation. Vous êtes obligé de commencer par terre. Le projet, il faut commencer par terre. Il est, donc, du coup, effectivement, tu peux arriver à 6 mètres. Et après, tu es obligé de faire de 45 degrés de toit. Donc tout était complètement décidé et tu ne pouvais pas faire grand-chose. Voilà, donc effectivement, tout était vraiment très décidé. Et c'est là, effectivement, qu'on a eu cette idée de trouver un moyen de couper comme ça parce que les souris ne peuvent pas grimper dans ce sens-là. Et après, l'autre chose, c'était aussi de se dire que donc, il fallait le faire avec une enduit gris. Voilà. Et personne n'a dit, évidemment, si on pouvait couper le toit ou pas. Donc, effectivement, on a coupé le toit. Donc, on a suivi toutes les règles exactement comme il fallait. Et après, l'autre chose, c'est qu'on voulait forcément, on avait cette désir de faire en sorte que ça faisait comme une pierre dans la nature. Et s'il était un peu lourd à l'extérieur, c'est qu'à l'intérieur, il est très très léger. C'est complètement où la campagne et la nature sont complètement rentrés à l'intérieur. Donc là, vous voyez, à l'intérieur, il y a comme une espèce de structure en bois qui est rentrée à l'intérieur. Et après, tout le bâtiment fonctionne comme c'est des murs qui ne sont pas séparatifs. C'est des murs qui font le lien entre l'intérieur et l'extérieur. Et pendant l'été, tu peux autant vivre à l'extérieur et utiliser ton bâtiment comme une façade, comme une cloison à l'intérieur. Donc tout le bâtiment fonctionne comme ça. C'est qu'effectivement, à l'intérieur de l'hiver, le bâtiment devient tout petit et l'été, tout l'espace autour, tu peux l'utiliser tout l'espace autour. Et comme ça, ce bâtiment, il est sur un petit terrain de 2000 m², mais il prend vraiment tout l'espace. Je vais vous montrer comment. Donc là, vous voyez, il y a une espace qui fait comme une sorte de scène. Effectivement, on pose la question. Et là, vous voyez, effectivement, ça c'est l'hiver, donc il est tout petit. La maison est vraiment une toute petite maison de moins de 100 m². Et l'été, il peut prendre toute la totalité. Vous voyez les différentes pierres qui sont placées dans la nature. Et après, il y a des structures en bois qui sont intégrées à l'intérieur. Donc là, vous voyez et ça, c'est pour mes élèves, effectivement, parce que là, on a parlé justement des différents outils. Et il y a des outils qui sont quand même phénoménales, qui vont très très vite. Ici, en fait, tu fais un petit croquis comme ça. Ça prend 1 minute. On discute avec le client. Il n'aime pas. Je fais comme ça et je jette derrière. Si j'avais travaillé pendant des heures et des heures à faire des 3D et des choses comme ça, c'est pas du tout
tout pareil, forcément. Et effectivement, c'est espace-temps également. Comment est-ce que tu fais pour expliquer tes idées, réfléchir en même temps, partager tes idées avec le moins de temps possible. Donc là, vous voyez tout l'espace où il y a des différents espaces tout autour, comme le 22, c'est le salle de danse. Et donc, comme vous avez bien compris, c'est que ici, cette femme, donc Brigitta, c'est une artiste, et cet lieu est à la fois sa maison, son atelier et son lieu d'exposition. Donc cet été, justement, il y avait plein d'artistes qui ont exposé, et tu as justement cet espace-là qui est une scène, où parfois ils montrent des films, et parfois il y a des expositions, parfois il y a le théâtre ou la danse, où il y a toujours des sculptures qui sont sur ce côté-là. Bon, il y en a plein de différents espaces comme ça. Et là, vous voyez le plan. Donc là, tu peux rentrer, même s'il est vraiment minuscule, c'est 100 mètres carrés, tu peux rentrer dans plein de différentes façons. Soit tu peux rentrer ici, qui est peut-être l'entrée de quotidien, quand tu es dans le jardin et que tu vas juste rentrer par ici, tu enlèves tes vêtements et tu montes ici. Si tu as des invités, les invités peuvent rentrer dans l'entrée, on te dit la jolie entrée, et tu peux rentrer ici et aller directement dans le salon. Tu arrives avec tes courses, tu rentres par la cuisine. Il y a donc l'exposition, tu rentres par ici. Si tu as été sur la plage ou dans le jardin, tu rentres par la douche pour justement pouvoir te nettoyer ou de prendre une douche avant de rentrer. Et par exemple, quand il y avait des témoins de Jéhovah, ils sont venus taper sur la porte et ils sont tapés sur la porte de toilette. Parce que aussi, c'est les premières entrées. Et après, on peut dire que c'est pareil comme de faire un place de 80 cm ou pas. À quoi sert d'avoir deux entrées aux toilettes comme ça? C'est effectivement que quand on fait une grande exposition dans ce terrain, tu as une toilette qui est complètement publique. Donc tu peux rentrer par l'extérieur et cette toilette n'est pas que privée. Enfin, forcément, de temps en temps, la maison a besoin d'être privée et ça peut être les deux. Donc c'est juste une porte, ça ne coûte rien du tout et tu peux l'utiliser comme ça. Et après, à l'étage, je le raconterai après. Mais donc, du coup, les murs, c'est vraiment de penser que ces murs-là, au lieu d'être une séparation à l'intérieur et à l'extérieur, c'est vraiment un lien entre l'intérieur et l'extérieur. Ça crée un lien entre le privé et le public, entre le commun. Et évidemment, donc tu peux tout faire dans ce bâtiment, dans ces murs. Voilà, donc tu peux évidemment aussi te baigner. Et ça, c'était aussi on peut se dire, je pense que Brigitte avait vu la baignoire de l'autre côté, mais elle avait effectivement cette idée-là. Elle voulait avoir un trône de bain. Elle voulait pouvoir être en hauteur, prendre un bain sans que personne la voie, pouvoir être au soleil, parce qu'elle est assez âgée en fait. Donc effectivement, et donc c'est là en fait où on a trouvé l'endroit juste dans l'escalier, parce que l'escalier il montait de toute façon. Et elle voulait aussi demander à son mari, qui est dans la cuisine, je ne savais pas écrire le français à l'époque, elle peut demander à son mari d'avoir un cocktail qui est en train de travailler dans la cuisine. Et donc du coup, ça c'est des façons en fait de travailler sur des situations, sur des expériences qui mènent à une sorte d'architecture où on s'imagine des choses qu'on a envie et qui sont des choses très précises et qui créent effectivement que je peux travailler d'un côté et l'autre vient de l'autre côté, effectivement, toutes les choses comme ça. Voilà, ça c'est aussi les images de Michel, vous voyez Michel Bonvin, il est là, et il est là aussi, voilà. Donc exactement le bar américain qu'on a fait pour les logements sociaux aussi. Voilà, on ne parle pas d'elle parce que c'est vrai que ça peut et toute la maison a été décidée justement par ces deux arbres qui se retrouvent juste devant et qui donnera de l'ombre. Donc effectivement, c'est les arbres qui décident l'emplacement du bâtiment. Voilà. Et effectivement, toutes ces murs-là qui sont super. Et tu peux aussi être assis, remettre les chaussures soit à l'intérieur ou à l'extérieur, rentrer par la cuisine
il y avait souvent il y a une chose qu'on n'a pas réussi à faire, c'est sur cette petite dortoir là pour les invités qui est là. Normalement, ils partaient en petite roulette pendant l'été, mais en fait, on n'avait pas là pour le faire. Donc, il est malheureusement complètement fixe. Donc, voilà. Donc, ça monte. Et après, c'est aussi des choses très très simples comme ça. C'est aussi des thèmes un peu japonais où, quand on est debout, l'espace est dans une façon, voilà, et quand on s'assoit, tout d'un coup, on a une vue sur la mer. Donc là, c'est les toilettes, effectivement, parce que souvent, on ne pense pas assez aux toilettes, mais ces toilettes, justement, ils créent le lien avec le ciel et la terre et la mer, et effectivement, on est complètement comme ça. Et c'est pareil pour la chambre, où c'est seulement quand tu t'allonges dans les lits, ou tout d'un coup, tu as la clé comme ça. Et donc, tous les espaces changent complètement quand on les transforme comme ça. Et il y a aussi tous les espaces comme ça, un peu comme on a travaillé toujours. Ça, c'est l'espace pour les Gupta quand on travaille, où elle est en hauteur. On ne peut pas la voir ici en bas, mais elle peut tout voir. Et tout entendre. Voilà. Et donc, du coup, c'est des espaces comme ça où on peut vivre en parallèle et quand même d'avoir des différents degrés d'intimité. Et donc aussi d'avoir cette sensation où la nature rentre complètement, quand on voit de l'extérieur, il a l'air vraiment lourd, et à l'intérieur, il est complètement léger, comme ça. Et en Suède, effectivement, c'était ça quand on a eu le prix. Ils avaient fait, en fait, parce que les autres projets étaient énormes, il y avait Bjarke justement, qui est aussi calme, et ils avaient des énormes bâtiments, ils avaient fait des maquettes. Et donc, du coup, il y avait des maquettes comme ça, une maquette comme ça, et après, il y avait un petit crouton qui était petit comme ça, et c'était la petite maison, effectivement, comme ça. Mais on peut dire, en fait, en Suède, il y a un architecte qui a dit qu'en Suède, et partout, il ne faut pas compter au mètre carré ton logement ou ton habitation. Il faut compter, en fait, combien de façons tu peux danser la chimie et faire des tours dans ta maison. Et effectivement, dans cette maison-là, c'est à l'infini. Donc forcément, il est très, très, très grand. Voilà. On ne danse pas la chimie en Suède, on danse ring dance, et donc c'est comme ça. C'est plus cool que la chimie. Mais quand même, c'est quand même important de le savoir. Voilà. Donc effectivement, encore les questions sur la question de la scène aussi. Et effectivement, cette question aussi, comment c'est devenu une scène sur cette place-là. Donc effectivement, il y a ce côté où cette maison n'est pas une maison que privée, mais publique aussi. Mais c'était que Birgitta, qui avait passé beaucoup plus de temps sur place que moi, où ils avaient compté pendant 3 ans, je pense, que sur place. Et c'est elle qui savait que la maison, il fallait absolument l'avoir là où il y avait les 2 arbres, dans cet endroit-là. Et je n'étais pas du tout d'accord, parce que je voulais que ça soit beaucoup plus loin, à l'intérieur. Tu avais quand même tout l'espace sud devant. Mais c'est ça, d'être un collectif. C'est de travailler ensemble. Et donc, du coup, de dire, ok, bon, ben, s'il y a des choses que je ne peux pas savoir, mais si elle dit qu'on va le placer plus proche de chemin, bon, après, il y a des personnes, une vache qui passe, mais quand même, si on le passe comme ça, c'est aussi le transformer en un véritable espace public. Et c'est pour ça qu'on a fait la scène qui est devenue devant. Et donc là, il y a les questions de... Et le sol est évidemment pas en béton, forcément. Et vu de l'extérieur, donc c'est vraiment comme cette petite pierre. Et absolument le meilleur endroit. Vous voyez, on a une petite échelle qui peut monter à l'étage. Et bon, il y a encore Michel. Et c'est vrai que sur cet endroit-là, quand on monte sur cet endroit-là, quand on est assis là, c'est exactement comme la même sensation que quand tu étais petit et tu montais sur la plus grande pierre et tu n'avais pas le droit de monter. Et tu étais là, et tu étais très, très heureuse. Et la vue était complètement incroyable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se trouve dans une situation où il n'y a plus de question de dire est-ce qu'on va innover ou faire la recherche ou pas. On est obligé. Parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, même cette maison forcément, effectivement, c'est pour ça qu'il est dans l'erreur, etc. Tout ce qu'on a fait aujourd'hui, il faut repenser. Il faut penser, il faut chercher. Il faut prendre des chemins que nous n'avons pas pris avant. Il faut aller vers quelque chose qu'on ne sait pas.
Mais je montre très souvent cette image-là parce que forcément, quand tu prends un chemin, si tu ne sais pas où tu vas, c'est comme pour vous là aujourd'hui, mes élèves, c'est que quand tu prends ce chemin-là où tu ne sais pas où tu vas, c'est douloureux, c'est difficile et on ne sait pas du tout. Et vraiment, mais si on arrive en hauteur, la vue est complètement magnifique. Et ça suffit que ça t'arrive une fois de découvrir quelque chose comme ça, une seule fois, pour que tu continues à chercher toute la vie d'arriver à faire ça. Et si tes recherches sont bien, peut-être on peut vraiment transformer le monde à quelque chose vraiment de bien. Et j'ai fini, donc du coup maintenant j'ai fini. C'est que j'ai fini avec le dernier cours de cela. Et c'est que de vivre en suédois, ça s'appelle finastil. Donc c'est aussi par rapport c'est aussi la question donc finastil, fina ça veut dire trouver. Donc tu peux rien trouver si tu ne cherches pas. Donc c'est ça pour avoir des bâtiments et de villes bien vivants, si tout ça devient un manifeste pour le bâtiment et des villes pas intelligents mais vivants, il faut laisser à la fois le bâtiment, mais aussi les gens qui habitent dedans, de chercher. Leur laisser la place de chercher pour trouver, et c'est le seul moyen de voir des villes et des bâtiments vivants. Plus vivants, parce que ça peut être plus ou moins. Et on est assez d'accord qu'il y a plein de choses qui sont beaucoup moins. Et pour le dernier cours de ce doigt, quand on cherche, quand on ne sait pas exactement de prendre le bon chemin, moi je dis que parfois, avec les élèves par exemple, je les pousse. Parce qu'effectivement, on pousse, si on saute, si on va vers quelque chose, là c'est sûr que le chemin est complètement neuf. Ça, personne n'a pris cette air-là avant. Et en suédois, le saut, c'est l'espoir. Donc, si jamais vous perdez et vous ne sentez pas vous émanciper, et ni vos bâtiments, ni les gens autour, vous avez que sauter et vous allez retrouver l'espoir. Donc effectivement, c'est une petite incitation de cette saut. Voilà. Et j'ai fini par justement j'avais fait une mini-conférence avec Marianne Massé qui avait dit que encore, parce qu'on a à peu près 10 raisons de s'appeler encore, mais elle a dit le dernier et le meilleur, c'est quand même, il faut dire encore, parce que le monde est là, encore. Chez nous, chez vous, il y a encore des oiseaux, il y a encore des poissons, des arbres, des forêts, de l'eau, de l'air, il y a encore de l'air, il est libre, encore. Voilà, et effectivement, donc c'est un choix à la fois de guerrière et de l'amour, de ce monde qui est quand même fantastique et qui attend que d'être émancipé. Voilà.